Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le sceptre et le sang, rois et reines dans la tourmente des deux guerres mondiales, c'est le titre du nouvel ouvrage de Jean Descartes qui vient de paraître chez Perrin. Franck Ferrand a invité l'auteur cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Jean Descartes est un habitué de cette émission. Ce dont on prend conscience à la lecture de son livre, c'est l'incroyable réseau familial qui reliait autrefois les différentes familles régnantes en Europe. C'était notamment le cas il y a un siècle, en 1914. Je vais y venir là à l'instant. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Karine sur l'origine des stations thermales. C'est plutôt une question de lendemain de fête que de préparatifs de fête, ça il me semble. Enfin bon, pour le moment, retour en 1914 dans l'Europe des rois. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 1878, l'Empire austro-hongrois a célébré en même temps les 600 ans de la dynastie des Habsbourg et la 30e année du règne de François-Joseph. En effet, les Habsbourg règnent sur l'Autriche depuis 1278, vous imaginez ça. Quant à l'empereur, le célèbre empereur qu'on appelle le Kaiser, à Vienne, c'est l'autre Kaiser, si je puis dire, le gentil du point de vue français. Quoique, ça dépend évidemment des personnes qui analysent la situation. Ce Kaiser, il règne depuis 1848, en tout cas sur l'Autriche, puisqu'il est également roi de Hongrie depuis 1867. Il est aussi roi de Bohême, roi de Croatie, de Dalmatie, de Slavonie, de Galicie et de Lodomérie, d'Illyrie, de Jérusalem et de tant d'autres lieux. C'est le célèbre François-Joseph, vous savez, avec son extraordinaire moustache et ses rouflaquettes, là. François-Joseph qui était le mari, qui maintenant est le veuf de l'impératrice Élisabeth, la célèbre Sissi. Il est un peu, ce monarque, il est un peu, ce François-Joseph, le point de ralliement de toute une mosaïque de peuples. Il a traversé toutes sortes d'épreuves. En 1867, justement, son frère, l'empereur Maximilien Ier, qui était devenu empereur du Mexique, a été exécuté là-bas au Mexique. En 1889, évidemment, il a perdu son seul fils et héritier du trône, Rodolphe, qui a... pense-t-on, choisi de mettre fin à ses jours dans le pavillon de chasse de Mayerling avec sa maîtresse, Marie Vetsera. Je dis pense-t-on parce qu'il y a encore un doute énorme qui plane sur cet événement. On a eu l'occasion d'en parler souvent ici. Et puis donc, en 1898, François-Joseph a perdu son épouse, la compagne de toute une vie, l'impératrice Élisabeth, assassinée par l'Italien Luigi Lucchini. François-Joseph a dit, en apprenant le décès de sa femme, « Le monde ne sait pas comme nous nous sommes aimés ». Alors, il règne, imperturbable ce François-Joseph. À la veille de la guerre, l'Autriche-Hongrie, comprenez-le bien, est un ensemble très prospère et doté d'une industrie moderne. Je le dis parce que très souvent on a tendance à passer ça sous silence. Jean Béranger, dans son ouvrage L'Empire austro-hongrois, nous dit, je cite, « Malgré un développement contrasté et l'existence de provinces encore sous-développées, l'Autriche-Hongrie était une grande puissance économique. En 1913, sa production industrielle représentait 6% de la population totale de l'Europe. Elle venait au 4e rang des puissances industrielles européennes, après la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, mais avant la Russie. Elle occupait la 3e place des producteurs de charbon, le 5e rang des producteurs de fer, également le 5e rang dans l'industrie textile. Vous voyez qu'on est quand même très loin du pays arriéré qu'on a si souvent voulu nous présenter. Le 21 octobre 1911, le petit-neveu de François-Joseph, l'archiduc Charles de Habsbourg-Lorraine, épouse la princesse Zita de Bourbon-Parme. Il se marie au château de Schwarzau. C'est une très jolie cérémonie qui est célébrée par le majordome du pape. Et l'empereur, le vieil empereur devrais-je dire, il a 81 ans déjà à l'époque, est tout heureux de voir un de ses héritiers faire un mariage
convenable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'autre, celui qui est actuellement son héritier, son neveu François Ferdinand, l'héritier du trône, a épousé de son côté une dame qui n'était pas une princesse d'une dynastie régnante, donc elle n'était pas théoriquement au niveau pour faire un grand mariage Habsbourg. Et du reste, le mariage est un mariage morganatique, c'est-à-dire que les enfants qui vont naître de cette union seront exclus de la succession au trône d'Autriche. Donc, François-Joseph est d'autant plus heureux que l'archiduchesse Zita ait épousé son autre neveu Charles. Elle est d'ailleurs très vite enceinte d'un fils qui va naître le 20 novembre 1912. Le fils en question, c'est le petit Otto, celui qui deviendra plus tard le député européen, vous savez. Alors, François-Joseph est une figure vieillissante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous ai dit qu'il garantissait l'unité de l'Empire. C'est un vieillard dont les habitudes ne changent pas. Je vous propose d'écouter un extrait de l'extraordinaire série documentaire Les Aigles foudroyés, réalisée par Frédéric Mitterrand en 1996, où il nous parlait justement de l'empereur François-Joseph. C'est alors que s'éteint François-Joseph, après 68 ans d'un règne dont on pressentait peut-être qu'il dut finir, mais dont on espérait qu'il ramènerait la paix avant de s'achever. L'Empire s'enfonce dans la guerre et ses peuples se sentent irrémédiablement abandonnés, comme dans un cauchemar du demi-sommeil, où tout va de plus en plus mal en laissant deviner que le réveil sera pire. Vienne hésite entre plusieurs douleurs, celle des grands troubles du siècle passé, où le si bel archiduc adolescent devint empereur, et qui la rassure comme une vieille histoire oubliée, et celle infiniment plus angoissante où le cérémonial Habsbourg emporte maintenant sa dépouille de vieillard en collant à la fin d'automne de la monarchie. Et pourtant, les dernières semaines, François-Joseph voulait la paix. Alors ça c'est l'autre archive, c'est le deuxième extrait que je voulais vous passer sur la mort de François-Joseph qui va intervenir un petit peu plus tard, vous allez voir, en 1916. Dans un instant, nous retrouvons François-Joseph, nous retrouvons la cour de Vienne et vous entendrez la façon dont Frédéric Mitterrand nous décrit cette espèce de règne totalement immarcessible, ce règne qui se poursuivait toujours fidèle et toujours égal à lui-même, exactement comme son empereur. Un extrait de la symphonie numéro 8 de Schubert par Leonard Bernstein sur Europe 1. Dans un instant, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'Empire austro-hongrois. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand nous parle cet après-midi de l'empereur François-Joseph. Et oui, cet empereur qui, bien que vieillissant, reste la figure qui garantit l'unité de cet empire austro-hongrois. Il a beau être un vieillard, vous savez, il ne change pas ses habitudes, il travaille beaucoup. On dit qu'il est le premier fonctionnaire de son empire. Il se lève tous les jours à 4 heures du matin. C'est une étiquette très militaire à la cour Habsbourg. Et il se couche à 9 heures du soir de manière absolument militaire. Il reste très simple, cet empereur. Raymond Ricouli nous dit sur les photographies que l'on possède de lui avec sa jaquette quelque peu étriquée, son pantalon très étroit, son chapeau melon, ça c'est pour les très rares fois où il est en civil, puisqu'habituellement il est toujours en tenue militaire, il fait l'effet d'un vieil officier de cavalerie en Pékin ou encore d'un vieux maître de manège. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus à l'aise dans sa tenue d'officier général de l'armée austro-hongroise, cette tenue blanche à pantalon rouge, vous savez, et puis le casque à plumet, bien entendu. Alors on ne se divertit pas tellement dans l'entourage du vieil empereur, il faut bien le dire, lui-même
lui-même à son ami de cœur, vous savez, que lui avait d'ailleurs choisi l'impératrice elle-même, la comédienne Catherine Schratt, chez laquelle il passe un certain temps. La liaison dont il s'agit, nous dit toujours Raymond Recouli, est tranquille, reposante, dépourvue de tout éclat, faisant peu de bruit et laissant le moins de traces possible, essentiellement bourgeoise. Elle est très caractéristique de cette cour autrichienne où le prestige, la grandeur, la puissance sont toujours alliés à une très grande simplicité. Alors on voit l'empereur aller régulièrement donc chez son amie Catherine Schratt. Et puis pour le reste, le train de l'Empire est tout à fait classique, tout à fait tranquille. Il y a néanmoins dans toutes ces nationalités qui composent l'Empire austro-hongrois un bouillonnement des volontés d'indépendance, ça tire à Dia, ça n'est évidemment pas aussi calme que ça en a l'air, et tout ça est un peu étouffé, il faut bien le dire, par la terrible bureaucratie Habsbourg. Vous savez, les régimes finissants sont généralement victimes de leur bureaucratie, suivez mon regard. En tout cas, c'était tout à fait le cas dans cet empire austro-hongrois à cette époque. Le tournant majeur, ça va être la Première Guerre mondiale. Alors je vous propose d'entendre maintenant l'extrait que je voulais vous passer tout à l'heure, c'est donc Frédéric Mitterrand dans Les Aigles foudroyés. On était en 1996, c'était cette grande fresque sur les familles régnantes d'Europe. À 84 ans, fruit de sa discipline de vie et sans doute d'une certaine sécheresse de cœur, François-Joseph jouit d'une santé de fer qui efface par exemple la différence d'âge avec ses gendres. Et s'il confie à Catherine Schratt qu'il se sent parfois un peu las, ses compagnons de chasse sont plutôt à la traîne de sa stupéfiante vitalité. La chasse est une activité qu'il pratique assidûment et comme à peu près tout le monde à son époque, mais sans les pulsions de massacre du Kaiser Guillaume. Elle lui offre un moment de répit au contact d'une nature qu'il aime et où il peut mûrir ses décisions. La grande roue du Prater, cette fiancée viennoise de la Tour Eiffel, continue néanmoins à tourner sur le cours d'une vie encore heureuse. La presse a beau faire de gros titres sur les manifestations de joie indécentes en Serbie, les élégants uniformes pensent plus aux petites libélailles qu'ils emmèneront danser dans les gargotes près du Danube. Jolie Slovène, hongroise charmeuse, rutaine un peu farouche, il faut de toutes les belles filles pour faire ce centre du monde qui valse sur lui-même. François-Joseph ne connaît que les guerres qu'il perdit autrefois. Il ne sait rien de celles des temps modernes. Cette ignorance est sa faiblesse et elle entraîne le monde à sa suite. Cette ignorance est sa faiblesse et elle entraîne le monde à sa suite, comme c'est bien dit. Alors, évidemment, la Première Guerre mondiale va naître de l'attentat de Sarajevo. Vous savez, c'est la réaction de la cour de Vienne qui met le feu aux poudres. Peut-être sans le savoir vraiment, les premières fissures étaient intervenues en juin 1903 lorsque des officiers serbes avaient organisé un coup d'État et tué le roi Alexandre Ier de Serbie, la reine, un certain nombre de membres de sa famille et le ministre de la guerre. Les conjurés placent alors sur le trône Pierre Ier qui descend d'un certain Alexandre Karađorđević qui avait régné sur la Serbie au milieu du 19e siècle. Désormais, la Serbie est donc hostile à l'Autriche. En 1906, Vienne va essayer de nuire le plus possible au régime serbe et notamment va mener l'agriculture serbe au bord de la ruine en fermant les frontières à la viande de porc serbe. C'est ce qu'on a appelé la guerre des cochons. Et puis en 1908, l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine qui appartenait à l'Empire ottoman et que la Serbie convoitait. Il y a ensuite les guerres balkaniques de 1912-1913 qui oppose une nouvelle fois l'Autriche-Hongrie et la Serbie. À cette période, Vienne menace de lancer une guerre contre la Serbie et ce, à 2 reprises. Et c'est durant cette période de tension qu'un certain nombre de cercles extrémistes à Belgrade vont commencer à envisager d'attaquer directement la dynastie et notamment d'éliminer l'archiduc François-Ferdinand, l'héritier du trône. La Main Noire, notamment, qui est une société secrète où l'on compte de nombreux officiers serbes de Bosnie,
famille, cette main noire sait que François Ferdinand va bientôt succéder à son grand-oncle qui est très âgé. En plus, il se trouve que François Ferdinand vient d'être nommé inspecteur général des forces armées. On le sait dans les meilleurs termes du monde avec l'autre Kaiser, avec Guillaume II en Allemagne. Il est la cible numéro 1 de la main noire. François Ferdinand n'est pas aimé des Serbes, mais il n'est pas non plus, il faut le dire, apprécié de son oncle, l'empereur François-Joseph. Ça, c'est un aspect très, très important. Il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de fissure au sein même de la cour de Vienne. Voilà ce qu'écrit Paul Morand. Il dirigeait les opérations contre l'autorité impériale avec l'assistance de son aide de camp, le major Broch. Il imposait des nominations qui déplaisaient à l'empereur, celle par exemple du belliqueux Konrad von Hötzendorf à la tête de l'armée, si bien que sur leurs collines respectives, la Hofburg de François-Joseph et le Belvédère de François Ferdinand, ces deux collines étaient parfois comme le quartier général de deux chefs ennemis et que les délicates démarches des ministres entre ces deux puissances opposées ressemblaient à une danse de l'œuf. Le 27 juin 1914, François-Joseph quitte Vienne pour se rendre à Ischl, dans une de ses résidences secondaires. Ischl, ça se trouve en plein Tyrol, c'est là que le vieil empereur a l'habitude de chasser. Il ne souhaite pas être à Vienne au moment du retour de François Ferdinand, qui de son côté est parti pour la Serbie. Ça, c'était le 27 juin. Eh bien, le lendemain, le 28 juin, Catherine Schratt est en train d'attendre l'empereur pour déjeuner à la Villa Felicitas. Et un petit peu après 13h, un télégramme annonce la nouvelle, une nouvelle absolument inouïe, une nouvelle incroyable. L'archiduc François Ferdinand et sa femme viennent d'être assassinés à Sarajevo. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'Empire austro-hongrois. Alors, le 28 juin 1914, donc, François Ferdinand et sa femme, on en a beaucoup parlé pendant tout le cours de cette année, sont assassinés par ce fanatique serbe qui s'appelle Gavrilo Princip à Sarajevo. Et évidemment, ça crée une onde de choc considérable dans toute l'Europe, à commencer par la cour de Vienne. Quand l'empereur, le vieil empereur François-Joseph apprend ça, il se lève, reste tout droit et il dit comme s'il se parlait à lui-même « On ne défie pas impunément le Tout-Puissant. L'ordre que je n'avais pas eu, hélas, la force de maintenir, une volonté supérieure, la rétablit. » C'est un véritable coup de massue. Et pourtant, il semble bien que François-Joseph soit d'une certaine manière comme soulagé par le décès de cet héritier dont il n'était pas proche. Celui qui maintenant est l'héritier de l'Empire, c'est le petit-neveu de François-Joseph, c'est l'archiduc Charles, celui qui a épousé Zita et que le vieil empereur aime tellement. Alors, vous connaissez l'histoire de cet ultimatum envoyé à Belgrade dans le cours de l'été, avec ordre d'y répondre dans les 48 heures. On est là le 23 juillet. Vienne demande la condamnation des campagnes autrichiennes en Bosnie, la poursuite des responsables de l'attentat contre François Ferdinand, l'arrestation d'un des chefs de la main noire et ça c'est ce qui va bloquer le plus, la participation de fonctionnaires autrichiens aux mesures d'épuration de l'armée et de l'administration serbe. On peut dire que ça c'était une condition qui n'était pas possible, qu'il n'était pas possible de respecter pour la Serbie. Le 28 juillet, la guerre, puisque la Serbie n'a pas obtempéré, la guerre est déclarée à la Serbie, 8 millions d'hommes sont mobilisés, mais si François-Joseph déclare la guerre, il ne veut pas vraiment de conflit. Il affirme « Nous périrons dans l'honneur » et à Madame Schratt, il dit « Nous aurons de la chance si nous nous en tirons avec des ecchymoses ». Vous voyez qu'au fond, il a bien l'impression que tout ça va être une guerre encore très limitée et que ça n'entraînera pas l'effondrement général. Dans un instant, avec Jean Descartes, nous allons essayer de voir pourquoi on en est arrivé à la guerre elle-même et comment tous ces rois, tous ces empereurs qui se connaissaient si bien entre eux, qui étaient d'une certaine manière de la même famille ou qui en tout cas étaient apparentés les uns avec les autres, n'ont pas pu empêcher cette guerre. Une guerre qui a été terrible dans les premiers mois pour l'armée austro-hongroise, il faut le dire. L'archiduc Charles, l'héritier du vieil empereur, va se trouver sur le front. Il va observer lui-même, il va pouvoir partager toutes les souffrances des hommes sur le front et c'est ce qui va le convaincre de la nécessité d'aller à la paix. Ce qui est très intéressant, c'est que le vieil empereur lui-même voulait d'une certaine manière de cette paix. Il n'était pas le va-t-en-guerre qu'on pourrait croire. Voilà ce que nous dit le comte de Saint
Saint-Aulaire. Tous les événements sont pour François-Joseph les stations de son calvaire. Chaque jour augmente sa solitude dans la servitude. L'abandon de ses autres alliés était aggravé, plus que compensé par le resserrement étouffant de l'alliance avec Berlin. Le problème, c'est que dans cette affaire, l'empereur n'est pas véritablement décisionnaire. Berlin exige que le ministère des Affaires étrangères de Vienne ne prenne aucune décision sans en avoir saisi préalablement la diplomatie allemande. Et le Kaiser qui prend le contrôle des opérations, si je puis dire, c'est en vérité Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. Et derrière Guillaume II, il y a tout un état-major qui lui pousse à la guerre, bien entendu. Lorsque la guerre est déclarée, pour l'empereur, c'est un véritable crève-cœur. Et encore une fois, je vous dis que les Autrichiens dans cette affaire vont aller de défaite en défaite. C'est un conflit qui dure et qui non seulement affaiblit considérablement l'Empire lui-même, mais va avoir raison de la santé de l'empereur, qui va se trouver malade le 15 novembre 1916. Le 20, on diagnostique une congestion pulmonaire. Le 21 novembre, la mort est imminente. Les médecins de François-Joseph ont obtenu qu'il se couche un petit peu plus tôt. L'empereur demande à son valet de chambre qu'on le réveille à 3h30 le matin pour finir un travail inachevé. Il se couche, il se réveille à nouveau. Et puis il tombe dans le coma. La chambre impériale était pleine de monde. Outre les archiducs, les archiduchesses et les médecins, il y avait le premier chambellan, le premier aide de camp, etc. Les deux valets de chambre, etc. nous raconte Paul Morand. Au dernier mot de l'absoute, amen, le pouls de l'empereur cessa de battre. Il est 21h20 et celui qui a régné sur l'Autriche depuis 1848, c'est-à-dire depuis près de 70 ans, succombe à l'âge de 86 ans. C'est maintenant son petit-neveu qui va monter sur le trône, le nouvel empereur Charles Ier. Charles Ier va essayer de faire la paix, nous allons en parler dans un instant. Il va tenter une paix séparée avec la France, il n'y arrivera pas. Et vous savez que dans l'affaire, c'est non seulement lui-même et sa famille, c'est son trône, c'est sa dynastie qui seront emportés. Ce sera, après novembre 1918, la déclaration de la République en Autriche. On peut dire que Charles Ier est non seulement le dernier empereur d'Autriche, mais qu'il n'a d'une certaine manière jamais régné. Il aura été l'empereur de la guerre, l'empereur des tentatives avortées, l'empereur des résolutions qui n'aboutissent pas. Il aura été, Charles Ier peut-être, le dernier martyr de cette longue dynastie de souverains Habsbourg. Bonjour Jean Descartes. Dans un instant avec vous, nous allons revenir non seulement sur la fin de l'Empire austro-hongrois, mais sur la fin de tous les grands empires et de ces familles qui dominaient l'Europe en 1914. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de toutes les grandes familles régnantes pendant les deux guerres mondiales, avec votre invité, l'historien, journaliste et écrivain Jean Descartes, auteur du Sceptre et le sang, rois et reines dans la tourmente des deux guerres mondiales aux éditions Perrin. Alors Jean Descartes, j'ai parlé moi essentiellement des Habsbourg, mais il y avait bien entendu les Romanov, les Hohenzollern, les Windsor, comme ils se rebaptisent à partir de 1917 en Angleterre. Toutes ces familles, en quelque sorte, faisaient la politique de l'Europe. Vous abordez la Première Guerre mondiale sous un angle familial. Oui, un angle humain, personnel, intime, parce que je crois que cela n'avait pas été vraiment étudié et qu'il y a d'abord des hommes et aussi des femmes avant d'avoir les organismes militaires, les organismes politiques, tous les relais. Et tous ces hommes et ces femmes ont une particularité, ils sont à peu près tous parents, cousins, oncles, neveux. Donc la Première Guerre mondiale sera une guerre des rois qui est un gigantesque complot de famille. Je trouve que c'est un angle particulièrement pertinent pour aborder ce qui se passe en 1914. Nous avons pendant tout le cours de cette année réalisé un certain nombre d'émissions sur l'année 14, sur le sort des combattants, sur ce système d'alliance qui va entraîner l'Europe dans le cataclysme. Mais finalement, est-ce que tout ça n'est pas avant tout une histoire de famille ? Ils sont tous cousins, ils se connaissent très bien entendu. Ils se connaissent très bien, ils sont, selon leur pouvoir constitutionnel plus ou moins puissant, il est certain que le Kaiser Guillaume II, au tout début de la guerre, a tous les pouvoirs qu'il va perdre assez progressivement au profit des militaires, que Nicolas II, malgré la Douma, est quand même un autocrate absolu, tandis que, évidemment, on a des cas particuliers avec Georges V, qui a
moins de pouvoir, mais surtout moins d'énergie. Et à propos de George V, je pense que si son père, le roi Édouard VII, malheureusement disparu en 1910, avait été vivant, voyant les crises et les risques possibles de l'engrenage après Sarajevo, il aurait été voir tous les souverains. Il leur aurait dit « ça suffit, on se calme ». Il a beaucoup manqué. Là, voilà, le drame, c'est que tous ces gens-là se sont envoyés des télégrammes, des dépêches, parfois tronquées, parfois fausses, et ne se sont pas revus. Mais c'est très étrange parce qu'ils n'ont cessé de se voir. Le Kaiser avec son espèce de cuirassé, le Hohenzollern, ne passait son temps à rendre visite à tous ses cousins. Il a arraisonné, si je puis dire, à plusieurs reprises son cousin Nicolas II de Russie. Et puis là, d'un seul coup, on a l'impression qu'ils ne se parlent plus. Alors, il y a une chose, je renvoie le lecteur au cahier d'illustration du livre, qui est très très frappante. Vous avez la dernière fois où ils vont à peu près tous se voir, c'est en mai 1913, le mariage de la fille du Kaiser à Berlin. Ils sont à peu près tous réunis. Et un an plus tard, c'est la guerre mondiale. Ce qui est effrayant, c'est que vous avez un document en dessous, dans le livre, qui montre le mariage de la fille de celle-ci, donc la petite fille de Guillaume II, en 1938 avec le prince héritier Paul de Grèce, et c'est encore une guerre mondiale qui suit. Donc c'est une espèce de fatalité. Bon, je pense, d'autre part, j'ai voulu rappeler que l'attentat, qu'on appelle toujours l'attentat de Sarajevo, alors qu'on dit l'assassinat de Ravaillac, était d'abord un drame humain. L'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Oui, c'est ça, l'assassinat d'Henri IV, pardon. Alors que l'archiduc François Ferdinand et sa femme, qui s'adoraient, et qui, comme on sait, avaient connu beaucoup de problèmes, de difficultés avec François-Joseph, puisque le mariage était morganatique, sont pour la première fois réunis en terre autrichienne avec les honneurs rendus à l'archiduchesse. Et c'est une fatalité, c'est très romanesque, ils vont mourir à quelques secondes de distance. Donc c'est d'abord l'amour conjugal, celui d'un couple qui est la première victime de la guerre de 14 et non pas, comme on le dit en France, Jean Jaurès. C'est-à-dire que, en fait, vous humanisez, vous incarnez tout ce processus d'entrée dans la guerre, puisqu'effectivement c'est une affaire d'amour qui est interrompue tragiquement, qui va être le facteur, l'élément déclencheur. Oui, de même qu'on ne peut pas juger l'intervention et les hésitations et l'aveuglement de la Russie sans rappeler le drame du tsarevitch hémophile qui bloque toute vision saine pour le tsar et pour l'impératrice Alexandra, qui isole la famille Romanov dans un cocon, qui l'isole du pouvoir. Avec du moment qu'ils sont réunis, il ne peut rien arriver de grave, c'est effrayant. Bon. Et de la même façon, je le disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe à Vienne en 1914 si l'on n'est pas conscient de la situation du très vieil empereur François-Joseph, parce qu'il vient de perdre son héritier François-Ferdinand, ce qui pour lui n'est pas une si grande calamité, somme toute. Alors, le problème, c'est que c'est une succession de drames, c'est une série de faire-part chez François-Joseph. On rappellera les deux principaux, bien entendu, la mort ô combien énigmatique et traumatisante de l'archiduc Rodolphe. Si ce que je pense, l'assassinat est avéré, c'était une tentative de déstabilisation de l'Empire austro-hongrois, donc on va retrouver ça à Sarajevo, et l'assassinat de sa chère Sissi, qui n'était jamais aussi présente dans ses portraits, dans ses photos et ses peintures que quand elle voyageait partout. Donc ce vieil homme très digne, très aimé, respecté, pas tout à fait des Slaves du Sud, règne depuis 1848. C'est un homme du 19e siècle qui est embarqué dans les grandes mouvances. Et quelles sont les mouvances territoriale et je dirais de la géopolitique, et je tiens à le rappeler, c'est le démembrement de l'Empire ottoman. Dans l'Europe et les Balkans, c'est ça. Et l'annexion brutale en 1908 de la Bosnie-Herzégovine est évidemment une provocation pour la Serbie. Et s'il n'y avait pas eu la fin de l'Empire ottoman, ces gens-là ne se seraient pas affrontés. Et vous avez la même chose avec l'Italie. On oublie qu'en 1911, le roi Victor Emmanuel III, qui est un cas, lui, puisqu'il va régner de 1900 à 1944, lance une campagne de colonisation sur le modèle de la Rome antique en Afrique du Nord. Je sais déjà ce qu'on va nous dire, Jean Descartes. On va nous dire, finalement, vous essayez de personnaliser l'histoire. L'histoire, ce sont des grands mouvements, ce sont des chocs de peuples, ce sont des évolutions séculaires, etc. Et vous essayez de nous dire que c'est l'histoire d'individus, d'êtres de chair et de sang. Eh bien, moi, je suis de votre avis. Je pense que l'histoire, elle naît d'abord dans les alcôves, dans les salons, dans la vie, tout simplement, dans la vie réelle. Et c'est ce que ces familles royales et impériales
mondiale d'avant 1914 nous apprennent en quelque sorte. Toutes ces histoires, tout ce qui se passe dans l'Europe de l'époque peut être rattaché à leur propre vie. Et vous avez souligné tout à l'heure l'absence terrible, tragique d'Édouard VII, qui donc est mort quelques années plus tôt, en 1910. Oui. Il est certain que si l'on avait eu un roi d'Angleterre, c'était George V en l'occurrence, et la reine Mary, si on avait eu un roi d'Angleterre plus fort et un empereur d'Allemagne un peu moins va-t-en-guerre, farfelu, parce que vous montrez qu'en fait, il n'est pas si fort que ça, le Guillaume II. Non, et d'ailleurs, il n'est pas si belliqueux que ça. Il est fanfaron. C'est un homme qui a un complexe à cause de son bras gauche atrophié, donc il multiplie les apparitions spectaculaires. C'est un homme théâtral, nous allons dire, qui change 6 fois d'uniforme dans la journée, qui adore ça, pour qu'on le remarque, parce qu'il a donc ce complexe. Mais en fait, on l'aurait calmé d'une façon intelligente, c'était parfaitement possible. On pouvait arrêter la guerre en 1914 ? Ah oui, je pense que si les monarques avaient été réunis dans une sorte de sommet, et s'il y avait eu un commis voyageur de la paix, un souverain qui avait eu le courage... Ça ne pouvait être que le roi d'Angleterre, ça ne pouvait être que lui pour apporter, j'allais dire, le splendide isolement britannique en disant, bon, on se calme, nous sommes une île, nous voyons les choses différemment. Il faut quand même dire aussi que ça n'était pas obligatoire, car la preuve, c'est que dans l'opinion française, l'assassinat de François Ferdinand, un attentat à Sarajevo, c'est loin, dans les Balkans, on n'arrête pas de se trucider. On pense surtout au procès de Madame Caillot en France à ce moment-là. Il faudra attendre beaucoup vraiment d'éléments pour qu'on commence à s'inquiéter. Puis évidemment, le point suivant qui est fantastiquement tragique, c'est que personne ne pouvait imaginer un embrasement mondial et une durée aussi longue. Alors, il y a tout de même des personnages qui sont très intéressants aussi, sont les monarques scandinaves, qui sont impliqués malgré eux parce qu'ils sont neutres, et des personnages comme la grande duchesse Charlotte de Luxembourg qui sont formidables. Et j'ai voulu rappeler donc que, bien sûr, il y a les mouvements de foule, il y a les armées, il y a les peuples, mais il y a les dirigeants, il y a ceux qui incarnent le pouvoir sacré de la monarchie à ce moment-là. Et la France, c'est une curiosité, c'est la seule république impliquée dans la guerre par ses alliances, notamment l'alliance franco-russe, entourée de monarchies, si l'on accepte la Confédération helvétique. Alors les 3 grands empires centraux vont s'effondrer pendant le cours et à la fin de cette Première Guerre mondiale. Ça sera à partir de 1917 la Révolution en Russie, avec la chute de la famille Romanov et jusqu'au massacre que l'on connaît à l'été 1918. Ce sera évidemment l'effondrement de la monarchie austro-hongroise, avec le règne tellement tragique, tellement frustrant de ce pauvre empereur Charles Ier, qui a essayé, lui, d'aller vers la paix et qui n'a finalement récolté que la chute de sa dynastie. Et puis c'est la chute aussi qu'on a tendance, nous, à oublier, parce que, évidemment, il est nettement moins sympathique, mais c'est la chute de l'empire allemand de Guillaume II. Ce que vous montrez, c'est que les Alliés sont quand même pleins d'une certaine compréhension envers Guillaume II. Alors là, il y a une différence de traitement à l'égard, je dirais, des Habsbourg d'un côté, des Hohenzollern de l'autre, qui est difficilement explicable. Guillaume II va être accueilli sur ordre de la reine Wilhelmine des Pays-Bas à Doorn, aux Pays-Bas donc. Il va recevoir des trains entiers qui vont lui apporter tous ses meubles, ses joyaux, ses trésors, ses tableaux, et une rente très confortable servie malgré l'inflation galopante de la République de Weimar. Il sera très très bien traité, pourra intervenir, même si c'est le prétexte d'écrire ses mémoires. Et d'un autre côté, le malheureux Charles hésita, banni, exilé, traité de lâche alors qu'il était pacifiste. C'est un comble, et envoyé à Madère où ce pauvre Charles meurt, notamment, surtout de dénuement, le 1er avril 1922. Il y a là une injustice que je trouve absolument lamentable. Il meurt quand, l'empereur d'Allemagne ? L'ancien empereur ? Non, il va mourir discrètement en 1940, oui, après avoir interdit qu'il y ait des croix gammées autour de son cercueil. Oui. Le sceptre et le sang de Jean Descartes, le bandeau dit « Rois et reines dans la tourmente des 2 guerres mondiales », parce que vous ne vous arrêtez pas à 1918, loin de là, nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Ferrand, de toutes les grandes familles régnantes pendant les 2 guerres mondiales, avec votre invité, l'historien, journaliste et écrivain Jean Descartes, auteur du Spectre et le sang, Rois et reines dans la tourmente des 2 guerres mondiales aux éditions Perrin. Il faut que je vous dise, Jean Descartes, que nous avions dans ce même studio, il y a quelques semaines, le roi Siméon de Bulgarie, dont vous nous parlez, bien entendu, dans cet ouvrage « Le sceptre et le sang ». Ah ben ça,
une curiosité, on va dire. Rappelons que le roi Boris III de Bulgarie, après une entrevue particulièrement pénible avec Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, vers 1943, va mourir brutalement alors qu'il était en bonne santé. Alors on discute encore, est-ce qu'il a été assassiné par Staline ou par Hitler? Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Toujours est-il que son héritier, Siméon, devient le monarque, lequel est chassé par les communistes au moment de l'établissement de la démocratie populaire, et 45 ans après, Siméon de Bulgarie, que j'ai eu l'honneur de rencontrer moi aussi, revient en tant que Premier ministre. Ça, c'est assez extraordinaire, et on peut ajouter deux choses. D'une part, aux obsèques de la reine-mère Élisabeth en 2002, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement de la Bulgarie, une république donc, il est parmi les chefs de gouvernement, les chefs d'État républicains, on va dire. Et en face, il y a ses cousins des familles royales. Mais au déjeuner servi au château de Windsor, où la reine Élisabeth II le prend à sa droite, il n'y a que les familles royales. Il est en famille. Et le roi Harald de Norvège lui dit « Bienvenue au club ». Oh, comme c'est bien. C'est assez extraordinaire. Welcome back. Et alors, c'est assez formidable parce que ça se greffe sur un mouvement. Alors là, il y a eu un cas donc pratique, étonnant, où la Bulgarie a retrouvé la mémoire, mais vous avez, avec le roi Michel de Roumanie, dont la fille a pu apprendre à jouer un rôle formidable dans la Roumanie post-Ceausescu. Vous avez le prince héritier Alexandre de Serbie, aujourd'hui, qui dispose d'un palais à Belgrade, le prince de Monténégro, qui est un architecte, qui vit en France. Tous ces gens de la nouvelle génération, dans une Europe qui a balayé le communisme et qui a fait tomber le rideau de fer, sont formidablement dans l'exemple européen qui revient et dans la paix. Alors ça, c'est pour quasiment l'actualité. Il faut faire le lien entre les deux maintenant. Ce qui est étonnant, c'est qu'après 1918, pour être tout à fait exact, après le traité de paix de 1919, l'Europe n'est plus la même. Les monarchies ont été vraiment bousculées. Il y a un épisode que je trouve extrêmement savoureux, c'est l'arrivée de la reine Marie de Roumanie, qui était très belle, que Clémenceau trouvait parfaitement, si je puis dire, à son goût, parce qu'elle avait eu des amants, qu'elle avait des idées très libérales. Il demande au président Poincaré de l'élever à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Elle sera la seule personnalité de ce rang à l'être en 1919. Et cette femme très belle, que la grande Colette a interviewée dans son wagon spécial du côté de Dijon, alors qu'elle arrivait de Bucarest, n'est pas contente parce que les souverains ne sont pas représentés à la conférence de la paix. Donc elle proteste et elle arrive en disant « Mais je suis le premier fonctionnaire de mon royaume, mais sans doute pas le mieux payé. » Et elle réclame une partie de la Dobroudja, ou la Dobroudja, c'est-à-dire tous ces problèmes de rectification de frontières, avec la création d'États artificiels, des amputations, des annexions, etc. On a charcuté l'Europe. Clémenceau lui dit « Mais madame, votre majesté réclame la part du lion. » Elle lui dit « Oui, c'est pour cela que je suis venu voir son cousin le tigre. » Donc on voit l'esprit. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'après 1919, alors que 4 empires se sont effondrés, il y a un royaume qui naît, celui des Croates, des Serbes et des Slovènes, la future Yougoslavie, qui ne sera pas plus calme pour ça, parce que la poudrière des Balkans va être encore en effervescence. Avec des souverains fascinants. Avec des souverains absolument fascinants, exactement, et avec un dosage ethnique absolument qui est un cocktail, le cocktail balkanique terrible, et nous avons ce drame de 1934, l'assassinat d'Alexandre Yougoslavie, à Marseille, largement à cause de la négligence des services de sûreté français et une fois malheureusement les agressions commises sur lui, le ministre des Affaires étrangères Louis Barthou, une incapacité à soigner en urgence, des hémorragies, enfin bref, une série de choses épouvantables. Vous avez appelé votre ouvrage Le sceptre et le sang, mais le sceptre est souvent dans le sang. Le sceptre est souvent dans le sang. C'est un siècle, le XXe siècle n'a pas été tendre pour les rois j'ai trouvé que les cataclysmes qui les avaient entraînés volontairement ou non sont fascinants parce que il y en a qui sont alliés et qui vont se trahir. Exemple, l'Italie. Victor Emmanuel III, en 1915, va faire pression sur son gouvernement pour entrer du côté des alliés, ce que racontera très bien dans son beau livre L'adieu aux armes Ernest Hemingway. Bon, un allié tardif qui râlera, qui va se plaindre que le traité de Versailles n'est pas bien avec l'Italie. Alors, puisque vous parlez de Victor Emmanuel III et de la Maison de Savoie, évidemment, la grande question qui se
se pose, c'est l'attitude de toutes ces maisons royales par rapport au fascisme en Italie, au nazisme en Allemagne, bref, à tous les extrémismes. Alors, il est évident que très rapidement, d'ailleurs Atatürk le fera remarquer lui-même, le traité de Versailles et les traités connexes, Saint-Germain, Sèvres, Trianon pour la Hongrie, etc., sont pleins d'illusions de paix au nom de la fraternité, au nom d'un angélisme total. Au nom des 14 points du président Wilson. Les 14 points du président Wilson, qui était une sorte de pasteur laïque un peu dépassé. Un peu idéaliste. Oui. Et vous avez une chose intéressante, la presse britannique, qui avait eu beaucoup d'admiration pour Georges Clemenceau, dira en 1923 dans un article du Daily Mail, « Monsieur le Président, vous allez être le père la victoire, P-E-R-D, ou le père la paix. » Bon. Et ça, c'est très important parce que ces illusions arrivent tout de suite. Les États artificiels qui ont été créés avec l'enfer des frontières. Et aujourd'hui encore, la Hongrie et la Roumanie se disputent du côté du Danube, de la moitié de villages. Enfin, c'est épouvantable. Donc, ça va faire le blé, le grain, l'or des dictateurs. Malheureusement, Hitler avait raison de parler du diktat de Versailles. Bon, après l'occupation de la Rhénanie, on n'a pas été brillant, etc. Bon. Et évidemment, dans un second temps, avec Staline. Alors, c'est assez navrant parce que beaucoup de gens ont vu que ces États artificiels ne tiendraient pas le coup. Charles Ier, Anatole France en parle aussi, disant « ça n'est pas réalisable ». On avait oublié les différences ethniques, qu'il fallait une sorte de grand couvercle pour faire cohabiter tous ces peuples. Et les problèmes des religions. Évidemment, Clemenceau, c'était pas son problème, la religion, il n'en voulait pas, il l'effaçait, mais malheureusement, faire cohabiter des Serbes orthodoxes, des Croates catholiques romains, des musulmans, des Juifs, des protestants, ça demande un grand doigté. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Alors ça, ce sont les grandes désillusions de la paix. Eh oui, et cette paix complètement ratée va nous amener à une autre guerre. Autre guerre, et alors là, avec des cas étonnants. Il faut quand même rappeler qu'on avait une curiosité en Roumanie. Le roi Ferdinand, qui va régner jusqu'en 1927, est quand même encore un Hohenzollern, certes de la branche catholique, pas protestant, mais il y a toujours un Hohenzollern qui règne en Europe centrale. D'ailleurs, ça c'est intéressant aussi. On voit très bien à quel point un certain nombre de monarchies du Nord ont imposé leurs souverains au Sud, ou les ont prêtés d'une certaine manière. Bon. Oui. Alors, revenons à cette question qui est centrale. Nous avions d'ailleurs ensemble, il y a très longtemps de ça, il y a, pas loin de 20 ans, en tout cas plus de 15 ans, fait un dossier dans Historia sur les monarchies au péril des fascismes, justement. Comment tous ces rois vont-ils pactiser ou non avec les différents dictateurs ? Eh bien, à mon avis, l'angle d'attaque, si je puis dire, ce sont les revendications territoriales. En fait, Hitler puis Staline, au fur et à mesure qu'on se rapproche de 1939, par une série de pactes et de démonstrations de force et de coups de menton, vont essayer de s'installer, qui en Bulgarie, qui en Roumanie, qui en Hongrie, etc. Donc, de corriger par la force, par la violence, le traité de Versailles. Et on va voir des monarchies qui sont très très séduites ou qui sont paralysées. Bon, vous avez le cas de la Roumanie avec le roi Carol II, qui est d'un romanesque absolument invraisemblable, puisque pour des raisons personnelles, amoureuses, il a été éloigné du trône. C'est son fils qui est devenu le petit roi avec une régence. Et puis, plus Carol II est éloigné de Roumanie avec sa maîtresse la Lupescu, plus il est populaire et il va revenir en avion dans des conditions rocambolesques. Il y a sans doute, avec ces monarchies qui ont été déçues par le traité de Versailles, il y a vers Hitler puis Staline l'espoir naïf, criminellement naïf, de revanche ou de correction territoriale notamment, ce qui explique à mon avis tout ce qui va se passer. Alors il resterait à écrire l'histoire de ces monarchies depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Ce sera peut-être l'objet d'un autre tome, ça, Jean Descartes. Écoutez, ce que je peux dire, c'est que les 10 monarchies qui restent en Europe se portent plutôt bien. Bien sûr, nous avons l'exemple de la monarchie britannique qui fait corps avec la population, mais nous avons... Très largement grâce à la reine, il faut dire. Très largement grâce à la reine, mais nous avons un rajeunissement aujourd'hui, on l'a vu aux Pays-Bas, en Espagne, on l'a vu en Belgique, et voilà des pays pour qui l'avenir a un visage. Jean Descartes, Le sceptre et le sang, rois et reines dans la tourmente des 2 guerres mondiales. C'est édité chez Perrin. Merci beaucoup, Jean Descartes. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Ah, c'est intéressant cette histoire des eaux thermales. Vous savez que les toutes premières fois qu'on utilise les vertus thérapeutiques et bienfaisantes des eaux, c'est du temps des Grecs et des Romains. Les Romains notamment vont perfectionner cette pratique. Ils construisent des fontaines, des systèmes d'aqueducs, des thermes, vous le savez. Ces thermes peu à peu vont devenir de véritables lieux de rencontre, de sociabilité, de distraction, disons-le aussi de plaisir charnel. Les Romains exploitent les sources thermales de Vichy, de Plombières, de Bagnères, de Luchon, mais le christianisme va, dans un premier temps, dénoncer les thermes, parce que justement ce sont des lieux de débauche, et peu à peu on va voir tous ces lieux tomber dans l'oubli, même si le Moyen-Âge fait encore grand usage des étuves, mais ça c'est un autre sujet. Les stations thermales vont trouver une seconde jeunesse à partir du XVIe siècle, et on va voir au tournant du XVIIe, un Henri IV par exemple, sensible aux propriétés curatives des eaux, poser les bases juridiques d'une réglementation et d'une véritable administration thermale. C'est lui qui crée la surintendance générale des bains et fontaines minérales. Ça ne s'invente pas. On est en 1605. Alors, c'est le grand siècle des eaux thermales, le XVIIe siècle. Le thermalisme de cour, comme on disait. Madame de Maintenon, gouvernante des enfants que le roi avait eus avec Madame de Montespan, va notamment accompagner à Barège le duc du Maine. On se souvient de ce voyage très important. Et puis, rappelez-vous également les lettres que Madame de Sévigné écrit depuis Vichy, où elle soigne l'arthrite qui lui dévore les mains et les genoux. Au XVIIIe siècle, l'usage des eaux thermales va devenir de plus en plus réglementé. On commence à avoir là, vous savez, des études scientifiques, on commence à parler des vertus médicinales des eaux. Les stations thermales se modernisent. À partir de la Révolution, l'État va devoir fournir aux indigents, aux militaires blessés, etc., des soins particuliers, et c'est à ce moment-là que sont nationalisées les sources, et Napoléon Ier, pour attirer la noblesse d'Empire, qui était attirée à l'époque par les stations comme Spa ou Aix-la-Chapelle, va par décret impérial accorder un régime d'exception qui va autoriser, attention, les jeux d'argent dans les villes d'eau. Ça veut dire qu'à partir du 19e siècle, les stations thermales vont connaître un nouvel essor un peu d'un genre particulier, et les curistes ne vont faire que croître constamment. Rappelez-vous les cures de Napoléon III à Plombières-les-Bains, et puis Vittel, Contrexéville, etc., Vichy, Évian vont devenir des lieux très fréquentés, encore jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des amateurs aujourd'hui des cures thermales, et ils sont très nombreux.